Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo hebdomadaire bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine La revanche des small caps. Comme d'habitude, je suis obligé de vous rappeler que le contenu de cette vidéo est un unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux que sont bien évidemment Twitter, TikTok et Instagram à Tino-Bourse et puis le groupe Facebook du podcast de la bourse où vous pouvez vous exprimer d'ailleurs et partager vos sentiments de marché et bien évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes où vous pouvez activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Mes partenaires, nous avons bien sûr Trade Republic. Pour moi, c'est le broker long terme lorsqu'on veut faire de l'investissement programmé. Moi, je m'en sers surtout pour les crypto-monnaies. Vous avez un code de bienvenue à activer si vous voulez ouvrir un compte pour recevoir un petit cadeau. L'expertise fondamentale avec Ibou. Nous avons tourné une vidéo sur Paris. Vous avez vu la semaine dernière, en début de semaine plutôt. Une vidéo spéciale sur l'analyse technique, j'espère qu'elle vous plaira. Bien sûr, je vous ferai signe lorsqu'elle sortira. Mes partenaires, bien sûr, de la gestion privée, Urutia, avec qui nous avons fait la vidéo des produits structurés, qui a rencontré un vif succès. Et bien sûr, l'analyse technique avec le logiciel à avoir, le logiciel qui s'appelle Pro Realtime, qui est notre logiciel gratuit. Bien évidemment, j'ai fait un certain nombre de tutos, il y en aura d'autres qui vont arriver au fur et à mesure. Notamment le dernier que j'ai réalisé, c'est sur la version web. Je vous rappelle que Pro Realtime est un logiciel qui est accessible gratuitement. Allez, on attaque sans plus attendre avec un programme très chargé. Bourse, la revanche des small caps. Elle était annoncée, elle est arrivée. On est toutes et tous, je pense, très heureux de ce qui est en train de se passer, de ce qui s'est passé ces dernières semaines sur le marché. J'espère que tout le monde a pu en profiter. On parlera quand même de grandes capitalisations qui ont aidé, notamment le CAC 40 avec les bancaires et le luxe avec bien évidemment LVMH qui est en train de se mettre dans de belles configurations, on verra ça. Kering pour un rebond technique, Société Générale, tout le monde annonçait la fin du monde sur Société Générale et puis finalement elle est en train de se reprendre. Veralia, on va aller un petit peu plus sur les mid and small avec du Veralia Orpea à titre spéculatif bien sûr. Soitec, Recticel qui était le titre à suivre, qui a toucher les objectifs qu'on avait proposés, Alten, CGG, Eramé, Prosus, pour vous et notamment l'Asie, Valeo, Osimmuno, Clariane, qui a également eu un effet très spéculatif cette semaine, Xilam Animation, on aura bien sûr un grand capital sur Worldline, ST Microélectronique, Air France qui s'est envolé ces derniers jours, Umicore dont on parle et qu'on a parlé beaucoup, qui a donné des très bons signaux cette semaine, Eurofin, Scientifique, Katana, SMCP, Interparfum, Pernod Ricard, Nikon, secteur des jeux vidéo. On parlera bien sûr des États-Unis avec Starbucks, Tesla qu'on fait le suivi et Nike qui revient sur des zones qui sont très intéressantes, que ce soit pour un investisseur ou que ce soit pour un trader, avant bien évidemment de vous parler du titre à suivre, un titre intéressant pour vous et notamment un rebond technique. Mais avant ça, puisque je sais que cela vous plaît, nous allons faire le résumé, grosso modo, le résumé économique de la semaine et j'active voilà ma caméra, me voici, me voilà. Alors, le résumé économique de la semaine. Évidemment, on est sur une semaine où il y a eu du flux. On voit que le marché est en train de jouer petit à petit ce que plus personne ne croit, c'est-à-dire une potentielle baisse des taux. La plupart des analystes vous expliquent maintenant, après vous avoir expliqué l'année dernière qu'on allait pivoter en mars, vous expliquent qu'il n'y aura pas de pivot cette année. Moi, je reste toujours sur mon scénario, parce que pour le moment, mon scénario économique, il est vérifié mois après mois, et je vous l'ai exposé depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois pour ceux qui me suivent. Moi, je pense que les banques centrales vont pivoter cette année. Je pense qu'il y a même une possibilité pour qu'on pivote au début de l'été de cette année. Et je pense même que le petit billet en surprise, je pense même que c'est pas impossible que la Banque Centrale Européenne pivote même avant la Fed. Donc tout le monde dit que c'est impossible. Moi, je mets un petit billet sur le fait que Madame Lagarde, pour une fois, aura le courage
de pivoter. Et donc, je pense que ce serait d'ailleurs légitime et ce serait utile à l'économie de pivoter, car effectivement, on commence à avoir des premières fissures. On en a parlé bien évidemment la semaine dernière, celle d'avant, sur notamment les hausses du chômage. Moi, je pense qu'on est au début d'une grande vague de chômage, notamment sur les États-Unis, évidemment sur l'Europe. Et d'ailleurs, cette semaine, c'est le slide suivant. Cette semaine, nous avons eu donc jeudi les inscriptions hebdomadaires au chômage qui ont été également supérieures à ce que c'était sur la stat précédente et ce qui était attendu évidemment par les analystes. Donc pour moi, ça, ce sont quand même des signaux qui sont alors négatifs. Évidemment pour l'économie globale, hein, s'il y a du chômage, c'est pas bien pour la majorité des êtres humains que nous sommes. Pour autant, le marché voit ça comme d'un bon oeil, parce qu'il se dit, ah, finalement, peut-être qu'il existe encore une possibilité, moi je pense que c'est même une certitude, que la Fed pivote cette année, voire même peut-être qu'elle pivote au mois de septembre, voire même peut-être qu'il se dit qu'il y a encore une petite possibilité. Moi je pense que c'est une possibilité pas majeure, mais importante que M. Powell ait même en avant, Madame Lagarde pivote avant l'été, en tout cas au début de l'été. Et donc ça, c'est positif, et donc ça, bien évidemment, c'est positif sur quelque chose qu'on a bien largement abordé depuis le début de l'année. C'est positif sur quoi? C'est positif sur les small caps, puisque les petites capitalisations ont besoin bien évidemment d'emprunter moins cher, car elles ont besoin de se développer, elles ont besoin de faire des prêts, et bien évidemment, plus ces prêts sont chers, plus le taux de ces prêts sont chers, plus ça les met en difficulté. A contrario, plus cette possibilité d'emprunter et d'investir est pas cher, plus eh bien, ça peut être bénéfique pour une petite entreprise. Et donc, tout ceci ajouté à une valorisation historiquement basse des small caps fait que, pour moi, depuis le début de l'année, et c'est ce que je vous ai expliqué, d'ailleurs on le verra sur le graphique du CAC Small, on a un gros rebond qui se fait sur les small caps. Et pour moi, le ratio gain-risque, il était là, intéressant, il était là, il était bien évidemment, je vous l'ai pareil exprimé de nombreuses fois, sur les small caps, sur les pays émergents, et bien évidemment sur ce que tout le monde a envoyé à la casse au début d'année, sur la Chine. On en a beaucoup parlé en début d'année en disant que pour un investisseur, c'était évidemment une opportunité de rentrer. Beaucoup ont parlé, certains ont parlé de piratage, j'ai entendu, enfin des trucs quand même assez hallucinants. Bien évidemment, quand vous commencez à dire et à lire ce genre de mots dans la presse, en général, c'est pour un investisseur le moment d'acheter, et on le voit, les positions short étaient extrêmement importantes à des niveaux historiquement hauts, et comme par le passé, ça a été un point bas depuis le Hang Seng, l'indice, un des indices majeurs chinois, a repris, je crois, 25% depuis janvier, c'est absolument considérable, bien évidemment, et c'est pas une small cap, ça, bien sûr, le Hang Seng, c'est un indice, et malgré tout, eh bien, le rebond a été ultra puissant. Voilà, alors ça reste un rebond dans une tendance quand même globalement baissière depuis 2019, mais malgré tout, ça reste un rebond évidemment qui a été extrêmement intéressant à exploiter. Et de manière plus large, bien évidemment, vous connaissez mon point de vue sur les pays émergents. Moi, je pense que lorsque vous voyez sur les différents réseaux tout un tas de personnes qui vous montrent les performances du MSCI World, du Nasdaq et du S&P 500 en ETF sur les 10 dernières années, en vous expliquant que c'est très facile de faire du 10% par an en investissant sur ces ETF, je dis attention, je pense que la performance de ces 10 prochaines années ne se fera pas de la même manière que la performance des 10 dernières. Et en ce sens, y compris un investisseur long terme, y compris un investisseur via ETF, ce qui est une très bonne chose, y compris même en DCA, je pense que en termes de pondération, je pense qu'il va falloir changer des choses si vous voulez avoir de la performance. Et dans les choses qu'il va falloir changer, je pense que oui, un ETF comme le PASI, par exemple, je vous ai montré celui-là parce que c'est un très connu qui est éligible d'ailleurs au PEA. Je pense que, voilà, vous le voyez, il y a de réelles possibilités, s'il y a des replis, de pouvoir investir sur ce genre de tracker pour pouvoir avoir de la performance dans un objectif, encore une fois, 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, d'accord? Faut pas se dire ça a baissé là pendant 3 mois, ou ça a augmenté pendant 3 mois, ça veut trop rien dire, mais en revanche, dans une perspective moyen-long terme,
Je pense évidemment que ben, ça vaut le coup éventuellement d'en avoir de manière un petit peu plus intéressante dans un portefeuille, tout comme éventuellement des small caps. Bon, voilà un petit peu, si vous voulez, le tour d'horizon. Tout ceci dans un environnement où le CAC 40 tape un plus haut historique en séance. Évidemment, malheureusement, c'est toujours la même chose. Vous voyez beaucoup de gens qui shortent depuis le début de l'année le CAC, et malheureusement, c'est pas, ce qui est grave, c'est pas les gens qui shortent. Ce qui est grave, c'est certaines personnes qui les suivent et bien évidemment qui se font coller. Moi j'ai eu beaucoup de messages encore aujourd'hui où des gens disent ah ben tiens j'ai shorté le CAC depuis 3 jours parce que je suis telle ou telle personne et je suis collé. Le problème c'est que de suivre des gens ça peut être payant, mais vous devez quand même mettre une stratégie avec une invalidation, avec voilà, c'est toujours la même chose. C'est pas parce que quelqu'un vous dit je vais shorter le marché que vous devez le suivre aveuglément. Vous devez faire votre propre analyse. Et l'analyse sur le CAC, évidemment qu'on est possiblement ici sur une zone de résistance, évidemment que voilà, c'est peut-être une zone où le marché va bloquer, etc. etc. Mais pour autant, lorsqu'on étudie les flux, on est au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, on est au-dessus de la moyenne mobile à 10 semaines, et je ne vous fais pas un dessin, quoique un peu, on est au-dessus de la moyenne mobile à 10 mois. Donc est-ce qu'il y a des raisons technique forte de shorter le CAC 40, très sincèrement, il n'y en a aucune. Voilà, il n'y en a aucune. Donc après, évidemment, à un moment donné, on peut avoir le point haut, hein, mais le point haut, il peut être là, il peut être là, il peut... Alors on me dit oui, mais on est sur un niveau de résistance. Mais du moment où vous n'êtes pas sur un plus haut historique, vous avez toujours des zones de résistance. Et c'est justement le propre des tendances haussières, c'est que les tendances haussières cassent des résistances pour aller plus haut. Donc, si vous voyez des faiblesses, pourquoi pas tenter quelque chose avec des stop courts, etc. Mais là, je suis désolé, depuis le début de la semaine, il n'y a strictement aucune faiblesse. Il n'y a strictement aucune faiblesse. On peut se dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, qu'il ne faut pas investir massivement, etc. Parce que sur certaines valeurs, les ratios gain-risque ne sont pas bons, et je suis assez d'accord avec ça. Mais pour autant, à ce stade, je suis désolé, et on l'a dit, on l'a répété la semaine dernière, notamment sur les small caps, il faut continuer d'acheter le marché, tant que le flux est haussier. On vient de prendre quand même, ça c'était la valeur, on a pris 9% là depuis fin avril. C'est absolument considérable sur un indice comme le CAC Small, d'accord? Donc oui, en effet, je l'ai noté aussi d'ailleurs, on est sur une zone de résistance. Maintenant, est-ce qu'elle va passer, est-ce qu'elle va pas passer? Franchement, j'en sais rien. Et pour le moment, au cas par cas, il faut tout simplement continuer d'acheter le marché. Si effectivement on commence à repasser en dessous du plus bas de la veille, on commence à casser la moyenne mobile à 10 jours, etc., oui, on commencera à être prudent. Mais si vous êtes prudent dans la baisse, si vous êtes prudent dans la hausse, vous allez passer votre vie à être prudent. Donc finalement, c'est très joli quand le marché monte de se dire je short, comme ça je me couvre, mais si vous profitez pas des marchés aussi en vous couvrant, vous profiterez jamais des marchés financiers. Donc à un moment donné, il faut bien prendre des décisions. On peut pas être le cul entre deux chaises en permanence, pardon pour l'expression, c'est une expression du Sud, quoique, je crois que ça va au-delà du Sud, mais en tout cas, c'est parlant comme expression, et je la redis, on ne peut pas être le cul tout le temps entre deux chaises. À un moment donné, il faut être un petit peu plus d'un côté ou un petit peu plus de l'autre. Être investisseur long terme et s'amuser en parallèle à shorter les marchés, franchement, autant de se désinvestir et être moins investi sur les marchés financiers et faire du capital que l'on a à côté, faire autre chose, faire de l'immobilier ou faire du livret A, hein, franchement. Enfin voilà, quoi. Au bout d'un moment, il faut bien prendre des décisions. Et en tout cas, en termes de flux, à ce stade, il n'y a rien, il n'y a aucun signal de faiblesse, et je dirais même que c'est très positif. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, et bon, on a insisté ces dernières semaines, ces derniers mois là-dessus, une fois qu'on a dit ça, et effectivement, on a effectivement une petite surchauffe. Donc maintenant, ce qu'on va attendre désormais, moi, ce que j'espère pour pouvoir faire en sorte que ce soit une hausse véritablement très bien construite, puisque je vous rappelle qu'on évolue toujours dans une espèce de canal ascendant, et que le potentiel, il est important quand même, mais pour pouvoir accompagner ce potentiel, on va avoir besoin, bien évidemment, de l'arrivée des investisseurs moyen-long terme. Et ceux qui ont raté les points bas éventuels, ils vont attendre quoi? Notamment les fonds, ils vont attendre une consolidation, une congestion intermédiaire pour pouvoir ensuite repartir. Donc ce que moi j'espère vraiment à tout prix, c'est qu'on ait une potentielle consolidation, correction intermédiaire le plus rapidement possible pour pouvoir permettre, et le plus à plat possible, pour pouvoir permettre aux investisseurs moyen-long terme de pouvoir accumuler
des positions. Cette congestion, lorsqu'elle cassera par le haut, on aura un nouveau signal et on pourra à nouveau renforcer, accumuler ou rentrer si potentiellement on a loupé le train dans notamment les small caps. Donc je reste très positif bien évidemment sur les small caps tant qu'on tient la moyenne mobile à 10 jours. Moi, vous savez, j'essaye d'être le plus technique possible, de vous donner le moins de biais possible et toujours. Alors ce qui est important, c'est pas d'avoir raison. Ce qui est important, c'est toute la logique que vous allez mettre en place pour pouvoir arriver à un raisonnement, à une synthèse et éventuellement à des conclusions et des prises de décision. C'est ça qui est important. Se tromper, un investisseur, il se trompe tout le temps. Je passe ma vie à me tromper et je passe ma vie à avoir tort, de toute façon. Et puis, comme je le dis souvent, je vis avec ma femme depuis 10 ans, donc j'ai l'habitude d'avoir tort toute la journée. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est toujours d'avoir un raisonnement construit logique. Le marché peut nous donner tort, c'est pas très grave. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir un raisonnement construit et logique. Et ensuite, lorsque le marché est d'accord avec vous, c'est là où vous allez accumuler de manière très forte et de manière considérable, bien évidemment, des gains. Point final de, grosso modo, l'environnement économique, macroéconomique. Ce qu'on peut dire, c'est que moi, je pense que les shorts ont raison de shorter le marché. Le problème, c'est qu'ils ont raison beaucoup trop tôt. Et je pense que tant qu'on n'aura pas le pivot des banques centrales, véritablement, le marché ne sera pas en danger. Donc, ils ont raison, oui, mais ils ont raison trop tôt et ils loupent toute la hausse. Et très certainement qu'au moment où ils ont raison, ils y croiront plus et ils ne shorteront plus parce qu'ils se seront fait massacrer dans toute la hausse et ils n'auront fait finalement qu'appuyer la hausse que nous sommes en train et que nous avons vécu ces dernières semaines. Ok ? Bon, voilà un petit peu, si vous voulez, en termes d'économie, analyse, d'indices, etc. Maintenant, bien évidemment, on va regarder les actions. Alors, sur les actions, ce qui aide également, bien évidemment, comment dirais-je, la hausse du CAC, la reprise du CAC, c'est bien évidemment le luxe. Et bien évidemment, son leader, qui est LVMH, qui pour moi, je vous l'avais dit depuis 2 semaines, je vous avais dit, pour moi, LVMH, RAS, on est dans de la construction. Et c'est très exactement ce qui s'est passé depuis l'annonce des résultats, je crois que c'était le 17 avril. Oui, et depuis, on a eu du zigzag, très exactement ce qu'on avait plus ou moins anticipé. Maintenant, ce zigzag-là, on arrive au bout de la figure. Et ce qui est intéressant, c'est maintenant, que va-t-il advenir d'LVMH ? Est-ce qu'on va arriver à breaker la zone des 797-798, grosso modo, et à ce moment-là, pouf, on va casser, on va congestionner, et on va aller chercher un ATH. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, d'accord ? Il ne faut pas du tout occulter cela. Maintenant, ça c'est la zone de résistance à casser. La zone de support, évidemment, elle est claire. Elle est aux alentours des 763. Entre les deux, mon cœur balance. Entre les deux, c'est de la congestion, c'est du zigzag. Signal au-dessus des donc 797-798. Signal acheteur, signal vendeur. Sous la moyenne mobile à 200 jours, sous les 760. On va dire, pour faire simple. D'accord ? Entre les deux, mon cœur balance. Et encore une fois, entre les deux, on est dans l'observation. Maintenant, moi, clairement, si on casse les 798, on aura pour moi un signal acheteur. Pour ma part, je ne jouerai pas et je ne joue pas LVMH parce que le ratio gain-risque pour moi sur LVMH, il est bon, mais je pense que le ratio gain-risque est meilleur sur notamment Kering. Kering qui est évidemment, comme on le dit souvent, le maillon faible du luxe. Il n'y a qu'à voir comment dirais-je, le graphique pour l'analyser. Maintenant, ce qui était intéressant pour vous du rebond technique, encore une fois, sur Kering, c'était ça. On en a parlé pas mal sur Twitter, c'était la congestion. La congestion est en train de casser par le haut et l'idée, c'est de jouer des rebonds techniques pour aller chercher des entrées de gap et pourquoi pas des fermetures de gap. C'est du trading, d'accord ? Pour investissement, clairement, un investisseur ira plus sur du LVMH que sur du Kering. Un trader, en revanche, va profiter de la volatilité et de l'effet rattrapage entre guillemets sur du Kering pour pouvoir jouer le secteur du luxe. Moi, c'est ce que je joue. En tout cas. Voilà. Donc, pour moi, Kering, c'est très positif. Et je dirais que là aussi, on est en train de regagner la moyenne mobile. Ici, on a le petit signal court terme. Je dirais que Kering, tant qu'on tient la zone, c'est un petit peu plus bas, tant qu'on tient la zone des 322, 323, c'est positif. Et l'objectif, c'est d'aller chercher les objectifs que je viens de vous indiquer sur le graphique. OK ? Bien évidemment,
Un secteur fort qui porte le CAC encore, c'est le secteur des bancaires, avec Société Générale, toujours la même chose. Société Générale, tout le monde a dit, bah, attention, grosse prudence, mais le secteur des bancaires françaises, n'en déplaise à beaucoup, est très fort le secteur bancaire. Oui, on est sur des zones de résistance, notamment sur Crédit Agricole et sur BNP Paribas, c'est vrai. Pour autant, il y en a une, et moi, ce qui m'interpelle quand même beaucoup, c'est le graphique mensuel hein, sur Société Générale, le graphique mensuel. Moi, ce que je vois quand même, c'est une grosse congestion, d'accord? Je vois le push, d'accord? Comme je dis souvent, le push, la consolidation, et je me dis, si ça casse par le haut, on peut avoir un mouvement qui pourrait être similaire au mouvement, hein, en termes d'amplitude, qui pourrait être similaire au mouvement qu'on avait eu. Et donc, pourquoi pas revenir, oui, je me mouille un petit peu, revenir dans la zone des 49 euros sur Société Générale. Pour moi, c'est pas impossible et je trouve que la configuration s'améliore. On aura, pour moi, le signal clair, véritable, de moyen terme, lorsque l'on arrivera à franchir les 28 euros, 28,38 €, hein, grosso modo. Voilà, 28,38 €. Si on arrive à passer au-dessus, si on arrive à breaker cette zone-là, on aura le signal, bien évidemment, de moyen long terme. D'accord. Voilà. Maintenant, moi, je suis extrêmement positif sur Société Générale et je pense qu'on va aller retrouver. Alors, est-ce qu'on va consolider entre-temps, etc. Possible, hein, mais je pense que pour le moment, je n'ai pas, en tout cas, de signaux alarmants. Et pour le moment, on le voit, la moyenne mobile à 200 jours, elle est achetée sur Société Générale. Voilà. Grosso modo, ce qu'on peut dire. Maintenant, on va passer un petit peu plus, même s'il y aura d'autres grandes capitalisations, on va essayer de parler un petit peu des petites et moyennes. Et sur les petites et moyennes, il y en a une, c'est Verallia. Verallia, vous le savez, les dirigeants ont acheté. Il y a des fonds également, notamment brésiliens, qui achètent. On la surveille depuis un petit moment. Vous avez dit pour moi, pour le moment, sur Verallia, c'est de la construction de figures. Il va falloir attendre le signal. Signal, on a eu cette semaine avec la rupture du double top des 37 € et des poussières, et j'ai toujours les objectifs en suivant. Les objectifs sont de retrouver les 39,90 €, voire les 44,60 €, très positif. Encore une fois, le signal, vous en avez l'habitude, le signal au-dessus là, du double top sur les 37,10 € a été payant. Sur le secteur, en revanche, des foncières, hein, tout ce qui est EHPAD et tout ça, Orpea, c'est spéculatif. On le verra un petit peu plus tard dans la vidéo avec Clariane qui a été largement poussé cette semaine, qui a fait des excès spéculatifs, des excès aussi spéculatifs. On l'a suivi depuis quelques semaines, elle a encore poussé. Et je pense que pour des spéculateurs, attention, hein, ça reste des titres risqués, ça reste bien évidemment, là je m'adresse bien évidemment aux spéculateurs, mais ce que je vois quand même pour des spéculateurs, et ce qu'il va falloir surveiller pour les spéculateurs, notamment la semaine prochaine, c'est qu'on avait effectivement ce biseau descendant il a cassé par le haut, et ce que l'on voit pour le moment, c'est que voilà, Orpea, alors c'est volatile hein, bien évidemment, mais pour le moment on bloque sur un niveau de résistance. On a des volumes, voilà, un petit peu aléatoire. J'aimerais qu'il ralentisse un petit peu. C'est un petit peu le cas ces 2 derniers jours. Et je pense que si Orpea parvient à breaker les 14,45 €, je pense que oui, on peut avoir en effet une spéculation assez importante. Et pourquoi pas une spéculation similaire à Clariane. Maintenant, tout en sachant bien évidemment, et moi c'est toujours le deal qu'on a ensemble, hein, c'est que je suis OK pour vous parler de valeurs parfois un petit peu plus spéculatives, tout en vous demandant de respecter le fait que si vous voulez jouer ces valeurs-là, vous devez absolument avoir un money management approprié et vous devez absolument faire attention en termes de taille de position. Ok ? Voilà, grosso modo, l'analyse sur le titre Orpea. Un titre sur lequel on joue évidemment le rebond également, c'est Soitec. Soitec qui continue. On en avait parlé sur le biseau descendant. Alors c'est toujours la même chose. Je vous l'explique régulièrement. Aussi, ce setup, il est très connu. C'est le setup où vous avez donc le gap baissier. Derrière, on a une continuation de la hausse. On a un premier rebond et ensuite, on a la mise en place de la congestion. Congestion qui casse par le haut. Je vous avais dit au-dessus des 95,60 €. On a un signal pour aller chercher les objectifs en suivant. Il n'y a rien changé à mes analyses. Je vous renvoie aux analyses et aux semaines précédentes. Donc RAS là-dessus. Hop, j'ai juste un petit peu ma caméra.
Voilà, ok. Maintenant, attention, on est dans une tendance baissière sur Swatech. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pour vous des rebonds techniques, d'accord? On peut gagner 10, 15, 20, 30%. Ça ne reste à ce stade, ça ne restera à ce stade que du rebond technique. À partir de quel moment on commence à redevenir plus méfiant, plus vigilant sur Swatech? À partir du moment où on casse la moyenne mobile à 10 jours. Encore une fois, cette moyenne mobile à 10 jours, regardez, on la casse, on fait le pullback. C'est un signal d'achat. Lorsqu'on voit que lors de la cassure et du retest acheté de la moyenne mobile à 10 jours, c'est un signal clair que les acheteurs ne veulent pas retourner tout de suite à tendance. Ils sont prêts à jouer du rebond technique. Encore une fois, la congestion là aussi était parfaite. Voilà. C'est des choses qui sont bien évidemment hyper intéressantes. Là aussi, le double top. Regardez la congestion avec le double top. Encore une fois, avec très très peu de volume. Ça, ce sont des choses que vous devez chasser. Vous devez faire la chasse claire à ces configurations. Même si là, c'était quand même une tendance baissière. Et encore une fois, c'est un petit peu plus pour les traders que pour les investisseurs. On avance avec un titre. Alors, je suis très content, bien évidemment, pas faire le faux modeste. Ça sert à rien. Recticel, on en a beaucoup parlé. J'en ai parlé dans la congestion. C'était le titre à suivre sur le mois d'avril, fin avril. Et vous avez dit, voilà, on vise en premier objectif la zone des 13,52. Ça a été tapé. Bravo à celles et ceux qui l'ont suivi. C'est quand même un gain de 11 ou 12%. Donc voilà, des objectifs clairs, des invalidations claires. C'est comme ça qu'on travaille. C'est du bon travail, c'est du travail propre. C'est pas la météo de la veille en disant il suffit de monter le stop. Non, on cherche des configurations, des congestions pour essayer de jouer des mouvements avec des ratios gain risque intéressants. On sait lorsqu'on joue ces configurations qu'on n'a pas des taux de réussite qui sont extrêmement élevés. On sait que nos taux de réussite ils sont de 35, 40%. On le sait ça. Mais lorsqu'on a des stops à 2, 3, 4% et qu'on vise 12, 15, 20, 30%, on sait que sur du moyen long terme, on va être rentable. Et c'est exactement ce qu'on joue. Voilà. Maintenant, ceux qui ont atteint l'objectif, vous prenez un premier TP, vous mettez votre stop tranquillement sur votre prix d'achat et vous jouez le deuxième objectif, voire peut-être même plus. Après, il y a des fonds de portefeuille qui arrivent à, même pourquoi pas, des nouveaux plus hauts historiques. Parce que sur Recticel, notamment, on est sur une valeur qui est quand même une valeur qui est haussière sur du très long terme. Donc on joue tous les scénarios finalement. On joue l'aspect trading à court terme, on joue l'aspect investisseur de moyen terme avec des graphiques hebdo, et on joue aussi l'aspect fonds de portefeuille investissement long terme avec des graphiques beaucoup plus long terme sur 10 ans, 15 ans. Donc on joue les trois aspects, et encore une fois, les trois aspects sont intéressants à jouer, qu'on soit encore une fois sur toutes les temporalités finalement d'investissement. Alten, donc on fait le suivi, nous sur le salon on avait pris la cassure, voilà la cassure ici, donc toujours la même chose, là c'était vraiment très agressif puisqu'on jouait en fait l'achat au niveau, donc c'est toujours ce que je vous explique, on détermine les zones clés. Première étape, hyper important ce que je vais vous dire. Première étape, vous déterminez des zones clés sur lesquelles, si les actions se replient, vous pouvez éventuellement être intéressé. Ça, c'est la première étape. Donc, on trace et on détermine la zone clé. Une fois qu'on a déterminé la zone clé, ça ne suffit pas. La zone clé qui est touchée, ça suffit pour un investisseur pour investir, mais pour un trader, ça ne suffit pas. Une fois que la zone clé est touchée, on cherche quoi? On cherche la réduction de la volatilité. Pourquoi? Parce que la réduction de la volatilité nous permet de déterminer le ratio gain-risque et nous permet de déterminer une zone d'invalidation pas chère. Et la zone d'invalidation, elle était simple, c'est sous le dernier plus bas. La congestion, on l'avait avec l'apparition d'un inside bar, c'est-à-dire qu'on a une bougie qui est à l'intérieur de la précédente, ce qui dénote généralement une réduction de la volatilité, ajouté au fait qu'on avait une bougie ici, plus grande et plus longue que la précédente, qui était elle-même plus grande et plus longue que la précédente, qui était elle-même plus grande et plus longue que la précédente. Si vous avez ces deux choses, plus, ça c'est le plus, une baisse des volumes, c'était pas le cas, c'était un petit peu le cas. Par rapport à Alten, on avait un volume qui était inférieur aux trois précédents, c'est potentiellement un signal à tenter, et derrière, pouf, on a l'accélération, et derrière, voilà, vous bénéficiez, nous on est dedans sur le salon, on a pris l'achat des 111,4, et donc on bénéficie donc éventuellement de comment dirais-je,
d'une plus-value assez intéressante. Ensuite, vous gérez, vous mettez votre stop au-dessous, par exemple, de la moyenne mobile à 10 jours, sous la dernière bougie rouge, etc., etc., etc. Voilà, il y a différentes techniques, vous accompagnez, vous prenez des TP partiels, qu'importe. En tout cas, c'est clairement des choses et des setups qui sont extrêmement simples. Vous voyez, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de 50 indicateurs ou d'indicateurs miracles, ça ne marche pas ça. Ce qui marche, c'est le prix, la volatilité et bien sûr le mouvement du prix. D'accord? C'est toujours l'essentiel. Voilà, grosso modo, pour Alten. CGG, alors CGG, on a un setup de FFBO, de faux breakout, toujours très intéressant. Alors c'est pas exactement le setup du faux breakout, puisque le setup du faux breakout, c'est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, donc c'est un faux breakout, je dirais faible, entre guillemets. Pour autant, c'en est un, puisque qu'est-ce que c'est un faux breakout? Un faux breakout, c'est que vous avez grosso modo une tendance haussière, vous avez une zone de breakout qui se dessine, d'accord? Hop, je vais vous le dessiner, c'est ça le setup. Hein. Alors vous le verrez nulle part ailleurs, puisque c'est un setup que moi seul trade, je crois. En tout cas, donc vous avez un break ici, ce break est vendu. Vous avez ici une congestion ou un signal de retournement, un VV, etc. Et derrière, vous avez la véritable hausse. Pourquoi c'est un setup qui marche souvent très très bien? Parce qu'en général ici, vous avez beaucoup de liquidités qui sont prises, puisqu'on va chercher des liquidités au-dessus de la résistance. Et en général ici, lorsque vous avez le signal de retournement, c'est là où vous avez pas mal de fonds qui rentrent. Et surtout, lorsqu'on a derrière un nouveau break de la résistance, toutes celles et ceux qui avaient acheté le break, qui avaient mis un stop très court, qui se sont fait sortir, rentrent en mode FOMO et entraînent une hausse supplémentaire. Eh bien regardez, le setup que je vous explique, c'est très exactement ce qui s'est passé sur CGG ici. Regardez, on a le break ici, d'accord? Derrière, on a la consolidation, on a la congestion, regardez. On a la congestion qui est là. Réduction des volumes. Regardez. Réduction forte des volumes. Je zoome. Regardez. Regardez les volumes. Il n'y a quasiment plus personne dans le carnet d'ordre. À partir du moment où on break, apparition des volumes. Généralement, effectivement, ce sont des fonds qui rentrent. Ou en tout cas pas mal d'investisseurs. Et derrière, pouf, on a le nouveau break. Et on a derrière, si l'intérêt, hein, c'est de rentrer finalement au break de la congestion ici, d'accord? C'est-à-dire que vous rentrez ici, vous mettez un stop là. Ça vous fait un stop, alors sur CGG, ça devait être du 5-6%, ça paraît énorme, mais sur CGG, c'est que dalle. Et derrière, vous êtes déjà à plus 16, voire plus 17, voire plus 18%. Et là, clairement, voilà, c'est intéressant parce que vous pouvez prendre une partie des bénéfices, vous mettez le stop, voilà, par exemple par là, et vous vous dites, ben, si vraiment c'est le début de quelque chose, et si c'est une espèce de W pour revenir chercher des objectifs, notamment le comblement du gap ici, et l'ancienne zone de support qui pourrait désormais faire résistance, eh bien vous avez, après le plus 16 et plus 17, vous avez encore plus 15 à aller chercher. Ce qui ferait globalement quand même plus 34 en quelques jours, en quelques séances à aller chercher. Voilà, ça c'est des setups très clairs. Vous voyez, il n'y a pas besoin encore une fois d'indicateurs. Moi je trade le prix, la volatilité et le mouvement. Il n'y a pas besoin encore une fois de prendre telle ou telle formation. Alors évidemment, je sais très bien parce qu'à chaque fois on me dit ça, on me dit oui mais Tino, c'est très bien que tu utilises d'autres indicateurs, d'autres screeners pour pouvoir affiner, etc. Oui, c'est vrai. Pour autant, je pense très sincèrement que ça suffit pour 95% des investisseurs. Et après, on peut affiner, oui, on peut affiner, bien évidemment, je me fais aider par des screeners, etc. Mais pour aller plus vite, si vous voulez, dans ma recherche. Mais sinon, les setups, ils sont très exactement ceux-là. Après, il y a d'autres setups de contre-tendance, il y a d'autres setups que j'utilise, mais les setups comme ça, c'est des setups, vous voyez, de congestion qui sont extrêmement simples et extrêmement surtout réplicables. Ce qui compte, une stratégie, pour moi, elle est intéressante si elle est réplicable à l'infini. Une stratégie, quelqu'un qui vous dit, il faut acheter un titre. Ok, très bien, mais moi ça ne me suffit pas. Moi je veux que quelqu'un m'explique, il faut acheter un titre, mais comment on l'achète? Pourquoi tu l'achètes et comment tu vas l'acheter? Comment tu vas notifier ton point d'entrée? Comment tu vas placer ton invalidation? Comment tu vas placer tes objectifs? Etc. etc. Quelqu'un qui vous dit, regardez, je vous ai parlé de Air France il y a 3 mois et maintenant elle monte, je suis le plus fort, ça me sert à rien. Moi j'en ai strictement rien à faire. Moi je veux ce que je souhaite, et c'est ce que j'essaye avec plus ou moins de succès de faire au travers de ces vidéos. J'essaye de vous expliquer pourquoi ça m'intéresse, pourquoi je m'intéresse à la configuration, et lorsqu'elle déclenche le signal, à quel moment on rentre
et comment on fixe sa stratégie. C'est le plus important pour moi. J'accélère parce que comme d'habitude, je suis très en retard avec Eramé. Eramé, c'est la même chose. Elle m'a dit, ouais, tu parles plus d'Eramé depuis qu'elle a explosé. Mais justement, parce que pour moi, elle a explosé, c'est trop tard. Eramé, vous le savez, on en parlait dans la congestion ici en vert. Pour moi, à part, si ce n'est faire le beau en vous disant, ah, je vous avais dit d'acheter et je vous avais dit de surveiller la congestion au-dessus des 67. Maintenant, on est à plus 53. À part de faire le suivi et de vous dire à chaque fois, maintenant on a plus 50, maintenant on a plus 60, maintenant on a plus 70, ça n'a strictement aucun intérêt pédagogique. Moi je fais les vidéos uniquement pour vous apporter de la pédagogie, pas pour faire le malin en vous disant on a fait plus 10, plus 15, plus 20. Voilà. Il suffit maintenant de remonter le stop, ça sert strictement à rien. Moi ce qui m'intéresse c'est vous parler des congestions, c'est vous parler... Alors il y avait des setups intermédiaires, parce qu'il y en a des setups intermédiaires, il y en avait un ici, il y en avait même un ici, vous voyez, avec la réduction de la volatilité. La problématique, c'est toujours la même chose, c'est que si vous voulez, quand vous avez des vagues, c'est important, décidément, il y a beaucoup de théories aujourd'hui, mais bon, j'espère que ça vous plaira. Quand vous avez une tendance baissière, d'accord, vous avez une tendance baissière qui se transforme ensuite en tendance haussière. Si on le schématise de manière un petit peu plus précise, vous avez finalement une baisse, une congestion, une baisse, une congestion, une baisse, une congestion, puis ensuite vous avez une hausse, une congestion, une hausse, une congestion, etc. Et ensuite, vous avez le retournement, etc., etc., de la même manière. Évidemment, nous, ce qu'on trade, c'est les congestions intermédiaires. Ok, très bien. Mais évidemment, on le sait, au bout d'un moment, lorsqu'on trade la première congestion, on a un gros potentiel. Lorsqu'on trade la deuxième congestion, on a un potentiel intéressant, mais un peu moins intéressant, etc. Et on sait que plus il y a un nombre de congestions intéressants, moins le ratio gain-risque l'est potentiellement. Et donc, évidemment, moi, lorsque je regarde Eramé, désormais, on est à la deuxième ou troisième congestion, je crois. Je vais reprendre le graphe. Voilà. On avait la toute première congestion, qui est une congestion agressive. On avait la deuxième qui était là, la troisième qui était là, la quatrième, la cinquième. Voilà, ça commence à faire beaucoup. On peut en faire d'autres et aller chercher les plus hauts historiques. Hein. On peut très bien faire une congestion là, aller chercher encore et encore et encore. Mais si vous voulez, le ratio gain-risque, évidemment, plus vous rentrez tard dans la tendance, moins le ratio gain-risque est intéressant. C'est pour ça que plus vous rentrez tard dans la congestion, plus vous rentrez tard dans la tendance, plus la congestion doit être intéressante en termes de ratio gain-risque avec un stop le plus court possible. Ok. Donc, Eramé, je ne vais pas en parler minant. Elle est très belle, elle est magnifique. Bravo à ceux qui sont rentrés. Maintenant, on regardera éventuellement s'il y a un setup intermédiaire pour aller chercher d'autres objectifs. Mais voilà, pour moi, le job est déjà fait. Tac, j'en suis à quoi? Prosus, voilà, alors là aussi très intéressante. Possible si on avait une grosse congestion, j'en ai parlé il y a bien longtemps. Il y avait une congestion hebdo, hebdo, mais comme elle a été introduite qu'en 2019, on n'a pas beaucoup de recul. Mais vous voyez, on avait la congestion ici en triangle. On avait la grande figure, on l'a cassé, on a fait le pullback ici et on relance. Regardez un petit peu comme c'est propre, c'est magnifique. Là aussi, je tords le cou à la plupart des choses que vous lirez dans les bouquins de trading qui vous expliquent que lorsque l'on a des figures de congestion, eh bien, il faut absolument que le prix sorte avant les 2/3 parce que sinon la congestion n'est pas valable. C'est encore une fois une énorme bêtise. Au contraire, je dirais, plus on va loin dans la congestion, plus la congestion est importante, mieux c'est. Et là aussi, on a l'effet, si vous voulez, bouchon de champagne. On arrive tout au bout de la congestion, on casse, on fait le pullback, on relance. Donc pour moi, c'est parfait. Là aussi, il y avait... alors, le problème, si vous voulez, de Prosus, c'est que comme elle est liée, bien évidemment, à la Chine, vous avez souvent des gaps haussiers ou baissiers, donc c'est pas évident, elle n'est pas évidente à trader. Il y avait le pullback ici, mais c'était vraiment pas évident vu l'ampleur du gap. Il y avait éventuellement ici une congestion intermédiaire qui était intéressante, mais c'est à peu près tout. Elle n'est pas facile, elle est assez erratique, donc voilà, pas si facile que ça pour Prosus. Une que je surveille comme le lait sur le feu, évidemment, c'est Valeo. Valeo pour moi, là aussi, on est au tout début de quelque chose. Ça met du temps. On a la grande figure ici, on a la cassure avec la petite figure, et on a même la cassure de la petite figure avec une autre petite figure. On va demander si parfois, alors quand on a une figure comme ça, une congestion et une cassure,
Ça, ce n'est pas ce que j'appelle une petite figure. Une petite figure, c'est quand, si vous voulez, vous avez une baisse, cette baisse ensuite se termine, entre guillemets, s'essouffle dans un biseau descendant, casse, fait ensuite une petite figure et ensuite relance. D'accord? Donc vous avez la grande figure ici, vous avez la petite figure ici, très exactement comme ici, ce qui est en train de se passer potentiellement, c'est-à-dire une figure en biseau descendant, on l'a cassée, on a la petite figure, on casse la petite figure, et on amène la petite figure, ça arrive parfois, ça c'est vraiment le top, c'est vraiment l'idéal pour une raison très simple, c'est que là aussi, si vous payez là, vous avez une invalidation qui est très courte. Vraiment, si vous êtes très agressif, vous pouvez avoir une invalidation ici, vous vous rendez compte? Lorsqu'on rentre ici avec une invalidation aussi courte et le potentiel, regardez, lorsqu'on prend du recul, le potentiel énorme, vous vous rendez compte un petit peu? Donc on joue tous les scénarios, on joue les scénarios court terme, moyen terme et long terme en même temps. Et c'est là où vous arrivez, si ça se passe bien et si à un moment donné les planètes s'alignent, c'est-à-dire une fois sur 10, mais une fois sur 10, vous pouvez faire x2, x3 sur ce genre de valeur. Et donc c'est intéressant. En plus, Valeo, pour moi, a du sens fondamentalement. Même s'il y a de la dette, tout ça, je pense que Valeo, fondamentalement, a du sens. J'avance et j'accélère encore une fois. Décidément, j'arriverai jamais à faire moins d'une heure. C'est pas grave. Ozimmuno, très rapidement, parce qu'on en a beaucoup parlé d'Ozimmuno, du setup. Hein, le setup, là aussi, vous l'avez tous vu. Bravo, effectivement, il y avait le setup d'un quadruple top, regardez un petit peu, superbe, magnifique, extraordinaire. C'est pour ça qu'on aime autant l'analyse technique. Il y avait tout, il y avait la baisse de la volatilité, il y avait le quadruple top, il y avait la baisse des volumes derrière, on break et derrière, regardez, le setup, vous le connaissez, extrêmement simple, APD, au-dessus de la bougie, on a même un inside bar, stop sous la bougie, extrêmement simple. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui le reprennent de plus en plus, qui s'approprient de plus en plus le setup. On me l'a montré, on me l'a signalé, mais encore une fois, le marché ne m'appartient pas. Tant mieux si des gens sont capables de s'approprier des méthodes. Je suis aussi là pour ça, je me sens utile grâce à ça, donc ça me fait plaisir. On avait un stop là-dessus à 7%, et derrière on est allé chercher jusqu'à 23%. Vous vous rendez compte, 6 x 4, 24, ça veut dire un ratio quasiment de 4, et c'est peut-être pas fini. Donc il suffit d'avoir raison plus d'une fois sur 4 pour être rentable sur ce genre de setup. Donc bravo évidemment à celles et ceux qui l'ont prise. Ozimmuno, ça reste spéculatif, mais évidemment que c'est intéressant. Spéculation il y a eu cette semaine sur Clariane. Évidemment, là aussi, c'était intéressant. On en a parlé la semaine précédente et la semaine d'avant avec la congestion ici. Derrière, ça break, ça reste spéculatif. On a eu une mini congestion ici. Mini, hein, voilà, c'était pas facile à exploiter. Derrière, on rebreak. Et là, on a encore, même s'il y en a qui nous montrent des résistances, etc. Moi, de toute façon, tant qu'on tient les zones, on a un double inside bar, c'est-à-dire qu'on a une bougie ici à l'intérieur de la précédente. Alors, c'est pas clôturé, hein, il est 13h, je crois. 13h18 au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, c'est pas clôturé encore. Mais moi, ce que je regarde, c'est si elle est capable de nous faire la congestion là-dedans. Si elle est capable de nous faire la congestion là-dedans de breaker, on continue à payer le titre. Il n'y a aucun problème. Okay, et pour moi, on aura un signal de faiblesse quand on repassera sous la moyenne mobile à 10 jours, comme d'habitude. Au-dessus de la moyenne mobile, au-dessus des moyennes mobiles courtes, à 10 jours, à 10 semaines, et des congestions, on cherche des achats. Bon sang de bonsoir. On arrête de shorter au-dessus des moyennes mobiles et on cherche des achats avec des congestions. Profitez des flux. N'allez pas contre le flux. Vous aurez tort, vous aurez souvent tort, mais vous vous ferez beaucoup moins mal. Et quand vous aurez raison, croyez-moi, c'est là où vous allez vous dire, purée, effectivement, lorsque je paye dans les flux, c'est quand même beaucoup plus facile que de chercher à shorter des tendances haussières, etc., etc., etc. Dans la même veine, Xilam Animation, qui est un titre qui, je trouve, fondamentalement a du sens. Là où c'était intéressant, c'est qu'on avait ici le setup de retournement, avec un double, voire triple appui ici, quadruple même. Donc quadruple appui ici, belle zone. Derrière on a l'espèce de, c'est pas d'espèce, c'est un W, hein, un double appui. On casse la ligne de coup, on fait le pullback, on relance, on fait le pullback au niveau de la moyenne mobile à 10 jours. On fait encore une fois le pullback au niveau de la moyenne mobile à 10 jours. Et pour moi, il y a des objectifs à aller chercher sur Xilam. C'est pas hyper liquide, c'est volatile, c'est réservé à une catégorie de traders. Mais pour autant, c'est pas mal. D'autant que là, je vois qu'une congestion apparaît, je vois un affaiblissement des volumes, etc. Donc, on va la suivre, là aussi, voir si on obtient une petite congestion par là pour jouer le break et aller chercher au moins l'entrée de gap et éventuellement, ensuite, on rentrera dans le gap
pour aller chercher la congestion. On repart sur les grandes capitalisations avec WLN, Worldline. Worldline, j'ai beaucoup évidemment tapé dessus parce que c'était légitime maintenant. Ce que je suis en train de dire depuis le début de la semaine, c'est qu'elle est en train de nous donner des signaux de rebond technique. Que du rebond technique. Regardez, là-dessus, on n'est que sur du rebond technique. Mais c'est toujours la même chose, une tendance se retourne en commençant par un rebond technique. On a un rebond technique, on a une congestion intermédiaire. Lorsque les investisseurs sont intéressés, ils rentrent dans la congestion intermédiaire et la font péter par le haut. Lorsqu'ils ne sont pas intéressés, les spéculateurs de court terme qui ont joué le rebond technique vendent et le titre retombe. Donc nous, on joue le rebond technique en premier lieu, en espérant qu'ensuite, et ça on n'en sait rien, en espérant qu'ensuite on gardera une position pour que les investisseurs de moyen et long terme rentrent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette espèce de canal. Cette espèce de canal est en train de casser par le haut, ce canal baissier. La première zone voilà, de résistance, nous y sommes. Elle est ici, aux alentours des 11,75 €. On casse les 11,75 €, on congestionne, on aura un point d'entrée pour aller chercher la résistance par là. On casse la résistance, on congestionne, on aura un point d'entrée pour aller chercher le comblement du gap. On arrive jusqu'au comblement du gap, on congestionne, on aura un point d'entrée, etc., etc., etc. C'est toujours le même raisonnement au fur et à mesure. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la qualité, c'est là où c'est très important. Et c'est ce qui fait pour moi l'investisseur, la différence entre l'investisseur gagnant et l'investisseur perdant, c'est pas de détecter les titres qu'il faut acheter, c'est de détecter les points d'entrée de qualité. Les points d'entrée de qualité, les points d'entrée pas chers, c'est pas cher en termes de prix, c'est pas cher en termes de congestion et en termes de pas cher, si vous voulez, en termes d'invalidation. C'est si je me fais taper mon stop, combien ça va me coûter? Est-ce que ça va me coûter cher ou est-ce que ça va me coûter pas cher? D'accord? Donc là, la qualité d'un investisseur, d'un trader, va être sur le fait qu'il va avoir la compétence d'analyser correctement un point d'entrée en analysant correctement le ratio gain sur risque qui va en découler. Donc Worldline, pour le moment, pour moi, c'est de la surveillance plus. Nous, on est déjà dedans sur le salon. À vrai dire, on est rentré à l'inside bar, quasiment inside bar. Ici, là, on avait un petit setup. Voilà. De repli sur la M10. Donc, on a acheté au-dessus des 10,93 €. Donc, voilà. Plutôt très positif sur Worldline pour le moment, mais tout en sachant que, voilà, à moindre signaux de faiblesse, derrière, il faut sortir. Air France, assez content également sur le titre Air France, puisque Air France KLM, voilà, on en a parlé également, donc le biseau descendant, un peu à l'image d'ailleurs de Valeo, toujours les mêmes figures, on casse par le haut, on fait le pullback, on fait la congestion, la petite figure, on est en train de breaker par le haut. Alors c'est pas gagné, évidemment, c'est une tendance baissière, là aussi on joue du rebond technique dans un premier temps, et ensuite on verra si les investisseurs potentiellement ils seront intéressés pour pouvoir rentrer sur le dossier. S'ils le sont, ma foi, on sera rentré aux alentours des 10 €, on aura une position en premier TP ici, et on gardera un reliquat pour aller chercher ce que les investisseurs et ce que le marché voudra bien nous offrir. Ça, malheureusement, on ne le sait pas. Umicore, alors j'ai énormément, vous le savez, insisté sur le titre. Je suis évidemment très content. Elle nous a fait régaler, Umicore, puisque on avait, vous le savez, ce biseau. Décidément, il y a beaucoup de figures qui se ressemblent. C'est pour ça que, et sur les mid and small, c'est pour ça que je vous dis, attention, c'est peut-être pas fini. Voilà, tout le monde vous dit, attention, c'est qu'un rebond technique. Oui, vous l'avez loupé, mais ne vous inquiétez pas, c'est qu'un rebond technique. Attention, moi je vois beaucoup de figures qui sont en train de construire correctement. Donc cette hausse sur les mid and small, elle peut encore durer, d'accord? Ne soyez pas... suivez les graphiques. Suivez les graphiques. Donc on a eu une grosse poussée donc en quelques jours de 20%. Derrière, pullback, et c'est là où tout se joue, et c'est là où si vous n'avez pas du Umicore, clairement, voilà. Alors il y en a qui sont entrés sur la cassure ici, attention, je vous l'avez dit, il faut faire gaffe. Toujours attendez le point d'entrée. S'il ne vient pas, il ne vient pas, c'est pas grave, vous traderez à notre titre. Mais là, par contre, on a, oui, potentiellement quelque chose qui est en train de se passer. Donc vous regardez, si vous avez la congestion qui se poursuit, vous jouez la cassure, et vous mettez votre invalidation sous la cassure très tranquillement pour jouer le mouvement un petit peu plus important. Les objectifs, je vais vous les fixer, il n'y a aucun problème. Grosso modo, vous visez les plus hauts ici de décembre. Vous visez ensuite, je dirais, toute cette zone ici, grosso modo, aux alentours des 27 € et quelques. Et ensuite, bon, on verra, on l'accompagnera. De toute façon, moi, je ferai le suivi. Ne vous en faites pas pour ça. Je vous le transmettrai.
Valbiotis, donc là aussi on fait le suivi, superbe, Valbiotis, elle a bien progressé. Alors mon oblique ici, bon, c'est peut-être pas la meilleure du monde, d'ailleurs je vais la supprimer parce que bon, c'est pas exceptionnel. Donc nous on est rentré dans la congestion ici. Moi j'ai une invalidation maintenant, on a un stop en gain ici aux alentours des 4,30 €. Maintenant voilà, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, on bloque sur la moyenne mobile ici à 200 jours. Maintenant on va congestionner, ce que j'espère c'est qu'on break pour pouvoir continuer à relancer. On a un gap ici qui est encore ouvert, donc le gap vous prenez la clôture pardon, au plus haut et le plus haut quelques jours après, et là vous avez le gap qui se dessine. On ne le voit pas en daily, il y a souvent des gens qui vous dessineront des gaps comme ça, c'est faux, c'est complètement faux. D'ailleurs si vous rentrez dans une étendue plus petite, vous vous rendrez compte que le gap, en 4 heures notamment, vous vous rendrez compte que le gap est ici. Un gap c'est un trou de cotation, hein. Si vous vous mettez en annuel, il n'y a pas de gap, hein, et vous en verrez pas, hein. Donc ce qui est important, c'est le trou de cotation. Lorsqu'on a un trou de cotation important, effectivement, on a un gap qui se dit, vous voulez qu'on le regarde, on va le regarder en 4 heures, vous allez voir. Lorsqu'on va le... Ah, j'aurais pas assez de recul. Et si je me mets en 1 heure, non, j'ai pas assez de recul. Mais bon, vous pouvez le vérifier par vous-même, vous verrez que le gap, il est bien là. Ok, donc voilà, pour le moment c'est de la bonne construction intermédiaire pour pouvoir jouer, je vous dis, l'entrée de gap, donc les 5,29 €, puis ensuite la clôture, ça reste un dossier spéculatif. Spéculatif, ça veut pas dire médiocre, ça veut dire qu'une news peut venir décaler fortement à la hausse comme à la baisse le titre. Une grosse capi qui m'intéresse beaucoup, c'est Eurofin Scientifique. Eurofin Scientifique, vous le savez, on la suit. Moi, ce que je joue, c'est le scénario long terme avec une potentielle baisse et une épaule tête à épaule inversée. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est en train de congestionner. Il y a même un setup pour moi assez clair qui se dégage. On peut même ici commencer à parler de setup clair. Achat au-dessus des 59,90 €. Si vous êtes moyen terme, grosso modo, vous invalidez, allez, ici aux alentours des 54,66 €. Et qu'est-ce qu'on peut viser? Donc c'est pas cadeau, hein. Là je parle vraiment des moyens termistes. Court-termistes, on peut avoir des stops plus agressifs, quoique vous allez me dire 5-6% de stop pour un moyen long termiste, c'est pas non plus énormissime. Et moi, ce que je viserai, c'est la zone ici des 63 €, là, le comblement du gap, et ensuite éventuellement l'entrée de gap ici. Donc en termes de ratio gain-risque, c'est très correct, voire après, éventuellement en fond de portefeuille un petit peu plus. J'accélère encore un tout petit peu avec ma petite Katana. Katana, ma foi, elle est revenue donc sur la zone de support. Je suis dedans, hein. On est rentré dedans avec le salon sur la conversion intermédiaire, mais je suis pas super content de mon entrée parce que pour moi, c'était une entrée un peu forcée. Vous voyez, de temps en temps, voilà, pas de temps en temps, souvent même, on fait des erreurs. Et là, pour moi, c'est pas l'entrée optimale, c'est pas... Voilà, ça peut passer évidemment, mais c'est pas l'entrée optimale que j'aurais rêvé. Pour moi, là, l'entrée elle était plus ici, vous voyez, et c'est un peu tard sur Katana, donc je pense qu'on va se protéger très rapidement au cas où pour laisser le moins de plumes possible. Si ça se retourne, ça continue, tant mieux, mais c'est pas l'entrée optimale. C'est un trade un petit peu forcé pour moi. Bon, maintenant il y a du potentiel, hein. Ce que je vise moi en TP, c'est le retour à proximité de l'oblique ici, pour ensuite une nouvelle vente pour aller chercher la zone de long terme éventuellement ici. C'est ça mon scénario principal, en me disant si on touche le TP1, je vendrai une partie de mes positions, qu'une partie seulement, car si finalement on break l'oblique et on congestionne et qu'on continue la hausse, eh ben on aura la position qui sera accompagnée. C'est pas mon scénario privilégié, mais après tout, pourquoi pas. Mon scénario privilégié, c'est plutôt le second. C'est pour ça que éventuellement on jouera l'oblique de long terme. Pour moi, un investisseur, c'est plutôt... Donc, il y avait deux zones. On avait parlé de zones d'investissement. On avait parlé de cette zone ici et on avait parlé de cette zone ici au niveau de la flèche. Voilà. Donc, c'est la zone, grosso modo. Il faudra voir, mais sous les 4 €, grosso modo. Une valeur qui est en train de donner des signaux également, SMCP qui est ici, donc SMCP tendance très baissière, comme toujours, je vous l'explique, lorsqu'on casse le plus bas historique, c'est là que tout le monde vous parle de fin du monde, et en général c'est là que les titres se retournent. Mais se retourner, avant de se retourner, ce qui est intéressant, c'est toujours de voir ce qu'il trace. Lorsqu'on a une cassure du plus bas historique et une congestion qui se met en place, c'est là où c'est intéressant à trader. Congestion on a eu, avec cette espèce de figure en fanion, on casse par le haut, on fait le pullback, double inside bar,
hyper intéressant, on le voit, ça c'est vraiment des figures que vous devez identifier avec, j'imagine, voilà, j'imagine une réduction de la volatilité, il y avait quasiment plus de volume sur la séance d'hier, et derrière on break. D'accord, tout n'est pas gagné encore, on est sur une tendance baissière, c'est du rebond technique, etc., etc. Maintenant il va falloir breaker la zone des 2 euros, voilà, 2,51 €, 2,52 €. Le premier objectif trading, c'est de rejoindre la zone de l'entrée de gap au 2,76 €, voire le comblement au 2,85 €, et ensuite on verra. Voilà, il y aura un très gros morceau ici, évidemment, aux alentours des 3 €. On le passera très certainement pas comme ça. Si on le passe, tant mieux, on aura une petite position pour pouvoir le jouer. Si on le passe pas, eh ben, ma foi, on sortira et on prendra des bénéfices. Interparfum, ITP. Plus avoir de voix, je suis désolé. Interparfum, comme Pernod Ricard qu'on va voir juste en suivant, pour moi, c'est une zone où un investisseur doit investir, d'accord? Zone d'investissement, il y en a deux, je vous les donne pour les investisseurs, deux zones d'investissement. La première, nous y sommes aux alentours des 47 €. La deuxième, c'est aux alentours des 36 € jusqu'à 38 €. Je considère que si on rentre ces deux positions, on aura un prix aux alentours des 43 sur du long terme, ça reste une tendance haussière, donc je considère que c'est intéressant. Pour des traders, c'est aussi intéressant car nous avons le phénomène de congestion qui se met en place. Regardez un petit peu les petites bougies qui apparaissent, ça c'est intéressant. On a le phénomène de réduction de la volatilité, qui est également intéressant. Pardon, je vais vite, je m'excuse pour les débutants, mais croyez-moi, si vous insistez un petit peu, d'ailleurs je les salue, les débutants qui rejoignent la chaîne, croyez-moi, si vous insistez un petit peu dans ces vidéos, vous arriverez dans quelques semaines, quelques mois à trader et à prendre des positions par vous-même. Donc, deux possibilités, soit vous êtes investisseur moyen terme, le stop est là, soit vous êtes un agressif et le stop il est là, et les objectifs, on va chercher dans un premier temps les plus hauts ici, et ensuite on visera les gaps, notamment celui-ci, aux alentours des 58 €, voire 59 €. Pernod, donc je vous l'avais dit, moi, entrée à 140, je vous l'ai annoncé la semaine dernière, je crois. Donc entrée à 140, elle a bien rebondi. Donc l'entrée, elle était ici, voilà, vendredi 26, c'est bien ça. Donc entrée ici à 141 exactement. Et depuis, on a fait un rebond de 6%, c'est pas mal. Maintenant, voilà, moi je vise quand même beaucoup plus sur Pernod Ricard, tout en sachant que l'investisseur, il a toujours pareil, un reliquat supplémentaire. Je vais vous la mettre en hebdo, ce sera plus clair. Voilà, donc je vous l'avais dit, les deux zones, 141 € et la deuxième zone, 116 € pour l'investisseur. Donc trader comme investisseur, ça ressemble d'ailleurs à Interparfum, le graphe. Pour moi, c'est deux zones qui sont intéressantes. On termine sur les actions européennes avec une action française qui a pour moi un potentiel spéculatif. C'est Nikon, secteur des jeux vidéo, qui a du mal à démarrer, mais qui voilà, est dans de la construction. Biseau descendant cassure et la petite figure. Donc voilà, on est en train de redresser, on est au-dessus de la moyenne mobile, c'est pas mal. Le problème de Nikon, évidemment, c'est la liquidité, c'est 86 000 € échangés, donc faites attention à la taille de vos positions. Mais je pense que voilà, dans une optique de retournement, ça peut être intéressant. Maintenant, voilà, pensez à invalider. Si on repasse sous les 1,04 €, ça peut être un signal de faiblesse et donc il faudra très certainement sortir. Pour le moment, le mouvement du prix, il est très positif pour moi sur Nikon. On part aux États-Unis. Avec Starbucks. Donc Starbucks, il s'est fait démonter. Starbucks qui abandonne, je vais vous la mettre en mensuel. Ouais, en mensuel, donc Starbucks qui abandonne depuis ses plus hauts, qui a abandonné jusqu'à 43%, c'est pas rien. J'ai deux zones à vous proposer, investisseurs, la zone des 62 à 69 $ et la zone des 41 à 48 $. On a parlé d'ailleurs comment dirais-je, de ces zones-là dans le Où va le monde. Je ne sais pas si vous le connaissez, le magazine Où va le monde. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc c'est un magazine bien sûr gratuit, hein. Vous l'avez sur Twitter. Alors il y en a certains qui m'ont demandé de l'envoyer par mail, mais pour le moment j'ai pas de mail, j'ai pas de site. Je vais y travailler pour vous envoyer éventuellement le support PDF directement toutes les semaines, ça peut être intéressant. Vous le retrouvez sur le compte de Urusha, vous savez, mes partenaires de gestion privée. On le coédite ensemble et vous avez Où va le monde. Là cette semaine on parlait des small caps, de la Chine, du chômage et donc de Starbucks. Souvent on parle d'une action. Vous voyez, c'est intéressant. Voilà. C'est une revue
une revue voilà, où on parle d'économie, de bourse, etc. Et vous avez, voilà, vous avez des analyses, des fois vous avez des ETF, etc. Et vous pouvez avoir, voilà, vous avez notamment l'analyse d'actions également, souvent dans ce petit magazine, bien sûr gratuit, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien. Donc vous le retrouvez sur le compte de la gestion privée du RUCA. Voilà, donc Starbucks, voilà mes zones. Et puis Tesla. Alors Tesla, on en avait beaucoup parlé sur le signal d'achat. La zone d'achat qu'on suivait, évidemment, et la zone de vente. Je vous avais dit et également que voilà, lorsqu'on arriverait à proximité de 200 $, il y aura de la vente. Puisque c'était une zone qui avait fait résistance ici, tous les points, toutes les ellipses rouges, ça n'a pas loupé, évidemment, et derrière, on a de la vente. Voilà. Donc maintenant, ça reste un mouvement, j'espère, en A, B, C, et donc, ce que j'espère, c'est désormais une construction. Elle a du mal à venir, elle a du mal à construire, mais c'est peut-être pas fini, on va peut-être avoir quelque chose comme ça. Si vous voyez quelque chose qui se construit avec une réduction de la volatilité là, vous pouvez jouer à nouveau éventuellement un push pour aller chercher l'oblique ici, d'accord? On fera le suivi. Et pour des investisseurs et traders, il y a évidemment le titre Nike. Nike qui revient, je vous la mets en mensuel. Voilà. Donc investisseur Nike, pour moi, première zone intéressante ici. D'accord, donc aux alentours des 89. La deuxième zone pour les investisseurs, pour moi, elle est là, globalement, aux alentours des 60 à 66 $. Donc investisseurs, 50% là, 50% là, si vous êtes intéressé et si vous estimez que les zones sont intéressantes. Ce qui est intéressant également, c'est pour le trader. Quand on le voit, regardez les bougies mensuelles comme elles étaient importantes. Regardez les bougies mensuelles ici, comme elles sont toutes petites, qui dénotent généralement effectivement d'une réduction de la volatilité, et c'est exactement ce qu'on est en train d'avoir ici sur le titre. Donc à surveiller de très très près, pourquoi pas même acheter au-dessus des 94,32 $. Et enfin, je vais terminer par le titre à suivre qui est, ah oui, Basic Fit. Basic Fit qui est, alors c'est une tendance baissière, Basic Fit, voilà, tendance baissière. D'accord, on a même cassé ici comment dirais-je, l'oblique, que je vais d'ailleurs supprimer du coup, puisqu'elle est cassée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a cassé ici les plus bas, donc les plus bas de novembre et de décembre 2022. Ce qui est intéressant, c'est la réduction de la volatilité, le range qu'on est en train d'essayer de casser. Donc là, éventuellement, voilà, éventuellement, si on arrive à breaker, on pourrait avoir un signal, le stop d'invalidation. Voilà, vous pouvez le mettre ici, vous pouvez le mettre là, peu importe. Et les objectifs, bah, on peut jouer du retracement. Hein. Vous pouvez jouer du retracement tout bête de Fibo, notamment, je dirais, les 50% et les 61,8 qui correspondent d'ailleurs à la zone de gap baissier qui était globalement ici. Voilà, comme ça vous déterminez un certain nombre d'objectifs, ça peut être intéressant, et si ça passe, après, éventuellement, vous allez chercher les plus hauts historiques. Donc, en résumé, voilà, au niveau des indices, notamment le CAC, effectivement, on arrive sur une zone de résistance, vous pouvez avoir à un moment donné un peu de congestion, vous pouvez même avoir un retest de l'ancienne résistance ici aux alentours des 8140, et éventuellement, ensuite, derrière, un redémarrage. Lorsqu'on fait ce qu'on appelle un report d'amplitude, ici, eh bien, on s'aperçoit que le report d'amplitude nous donne un objectif théorique. C'est théorique, hein, bien sûr, nous donne un objectif théorique qui se retrouverait aux alentours des 8380, 8400 points. Voilà grosso modo ce que je voulais vous dire. Je veux véritablement vous remercier très chaleureusement pour le nombre de commentaires que vous me laissez semaine après semaine, très chaleureusement pour le nombre de messages que vous m'adressez avec tellement de bienveillance semaine après semaine. Vraiment, souvent vous me remerciez pour le travail que j'offre gratuitement, mais c'est moi qui dois et qui peut vous remercier pour l'énergie et la gentillesse que vous me procurez, car franchement, je veux dire, de se sentir utile aux autres, croyez-moi, c'est vraiment la chose la plus gratifiante qu'un être humain peut avoir. Donc merci de me donner cette opportunité-là, merci de me donner l'opportunité de me rendre utile à beaucoup de gens. Voilà, je vous embrasse vraiment très fort. Je vous souhaite un agréable week-end, je pense qu'il va faire beau, en tout cas dans le sud il va faire beau.
Et puis, évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Il y a beaucoup de surprises qui vont arriver, beaucoup de contenus gratuits supplémentaires qui vont arriver. J'espère que ça vous plaira. Voilà, encore une fois, je vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de vos amis, de votre famille, de vos enfants, de votre femme, de votre mari. Et puis, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. À plus tout le monde, à plus et bon week-end encore une fois. Ciao, ciao.